Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Info 7 pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la sortie du gouvernement Souminwa 2. Alors, de voix continuent à s'élever pour dénoncer, mais aussi certaines personnes qui saluent la sortie, bien sûr, du gouvernement Souminwa 2. Alors, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Maître Joël Cadet, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro de Info 7. Merci de l'invitation, après plusieurs années. Bien sûr, Maître Joël Cadet sur ce plateau, désormais avocat, alors que certaines personnes vous connaissent comme journaliste. Oui, j'étais journaliste. La profession a eu trop d'embouteillages. Trop d'embouteillages. Et l'âge avançant, il fallait un peu laisser un peu ces embouteillages à côté. Alors, intéressant, embouteillage, vous faites allusion à quoi? À certains antivaleurs qui ont commencé à gangréner ce qui était ma profession hier. Les gens ne vérifient plus l'information, la liberté. On va au-delà de la liberté, les libertinages, les imputations dommageables, la propagation du faux bruit. Et c'est n'importe qui s'est fait appeler journaliste. À un certain moment, ça commençait un peu à avoir un peu honte. Okay. Donc, surtout avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut s'acheter un téléphone Android, à l'aide de son téléphone, il se fait appeler journaliste. Mais parlons de réseaux sociaux, vous ne pensez pas que c'est parce que les réseaux sociaux en RDC ne sont pas encadrés, bien que nous avons une loi sur le numérique? Nous avons le code numérique, nous avons la loi portant modalité d'exercice de la liberté de presse du 23 mars 2023. Mais sincèrement, je vous dis, même quand j'ai fait mon travail de fin du deuxième cycle, qui a porté sur la concomitance de poursuites contre un journaliste en droit congolais, donc vous sentez que la plupart des journalistes sont libres parce qu'il n'y a pas de poursuite. Parce que s'il y avait des poursuites, c'est chaque jour qu'on compterait un journaliste en prison. Okay. C'est chaque jour parce que le journaliste, c'est la personne au Congo. Les citoyens, les très surjudicialisés. Il peut être poursuivi et au pénal et au civil au même moment, et par le CESAC et par l'Union nationale de la presse du Congo. Alors à qui la faute? Le foisonnement des textes. Il y a trop de textes qui limitent la liberté de presse dans notre pays. Et la loi Mouyaya, donc quand on dit non, elle a allégé la situation des journalistes, malheureusement, malheureusement, la loi Mouyaya a encore amené une confusion terrible en ce qui concerne la définition de l'infraction par voie de presse. Et quand vous regardez, on vous dit non, mais les droits de réponse, oui. Le droit de réponse, c'est sur la voie de la dépénalisation de presse. C'est au niveau civil. Ça veut dire, quand vous déposez votre droit de réponse, il annule pratiquement, il répare le préjudice subi par la victime, mais les poursuites au pénal restent. Et la condamnation reste. Et le droit de réponse ne concerne que 2 ou 3, 4 infractions. Ça veut dire les imputations dommageables, la diffamation, vous avez l'injure, vous avez la calomnie. C'est là où ça peut réparer. Mais en ce qui concerne la propagation de faux bruits, vous allez déposer le droit de réponse où? En ce qui concerne l'incitation l'apologie de l'immoralité, par exemple, l'apologie de la rébellion, par exemple. Donc, le droit de réponse ne couvre pas, ne répare pas. Le droit de réponse ne répare pas ça. Ne répare pas. Et donc, tout cela... Mais alors, on constate qu'il y a un laisser-aller. Les journalistes aujourd'hui se permettent un peu de tout. Et moi, je suis en train de dire que si on n'agit pas avant, un jour, ce pays risque de s'embraser. Un jour, le pays pourra s'embraser, surtout avec l'aile des journalistes pro-Rwanda. Ah oui. Parce qu'ils se permettent un peu tout. Ils relaient les informations. Vous allez voir qu'une cité tombe. À un moment donné, je me disais... Est-ce qu'ils sont réellement rebelles, ils sont de connivence avec la rébellion, ou c'est comment, Noëlla? Vous voyez par exemple, une cité vient de tomber.
On a tué des gens. Dans moins de 5 minutes, ceux qui se disent journalistes libres, indépendants, ils répandent ces images. Alors vous vous dites, vous avez un aile de l'AFC M23 à Kinshasa, et il y en a qui sont à l'étranger. Donc vous dites, lorsque le gouvernement ou les forces armées de la République démocratique du Congo font leur avancée, ils se taisent, ils ne disent rien. Mais il suffit qu'une cité, qu'un village tombe, et ils vous grossissent le chiffre. Ils vous disent que 145 territoires sont sous le contrôle du M23. Mais M. Kadé, par rapport à ce que vous venez d'évoquer là, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'informations, parce qu'aujourd'hui il y a des journalistes qui continuent à dénoncer le fait qu'ils ne savent pas où trouver des bonnes informations. Les bonnes informations sont difficilement quand même répandues par le gouvernement congolais. Non, le vrai problème dans notre pays, je l'ai toujours dit, nos autorités, commençant par le chef de l'État, ne respectent pas la presse locale. Ah, le chef de l'État lui-même. Commençant par le chef de l'État. Je vois un peu, il faut quand même peut-être extirper de ces lots d'autorité le ministre Patrick Mouyaya, qui lui organise les briefings, il invite la presse locale, il parle de devoir de redevabilité. Mais Patrick Mouyaya, il est porte-parole du gouvernement. C'est ce que je dis, c'est son travail. Ouais. Mais toutes les autorités, allez-vous dans un cabinet des ministres aujourd'hui. Présentez-vous et qu'un journaliste de Jeune Afrique ou des médias étrangers, qu'il vienne même en culotte, je dis bien, même en culotte, avec son micro, il sera reçu, il va procéder à l'interview, il va prendre les informations dont il a besoin et il va répartir. Mais vous, Madame Noëlla, tel que je vous connais, allez-y aujourd'hui. C'est là où j'invite. Nous avons lutté avec le collectif 24, Kasonga Chulundepe à Sonam. Nous avons lutté pour le vote de la loi d'accès à l'information. Parce que cette loi-là criminalisait quiconque pouvait s'opposer à livrer l'information à quiconque en a besoin. Mais aujourd'hui, vous aurez les informations comment? Et les informations, vous les avez, c'est par les réseaux sociaux. Et quand vous allez vous adresser à ces ministres, donc il y en a hein, dont j'apprécie leur réceptivité, comme Madame Akassia, qui vous pouvez l'appeler à tout moment, elle peut vous prendre au téléphone. Moi, je l'ai appelée, elle ne m'a jamais répondu. Hein. Non, vous lui faites un message. WhatsApp, hein. Elle répond, mais même quand elle n'a pas eu le temps. Parce qu'elle connaît Joël Kadé. Pas nécessairement. Même si je l'ai déjà rencontré quand même. Mais elle-même, elle avait donné le numéro, mais elle n'a jamais répondu. Hein. Non, et c'est le cas avec plusieurs autorités pour dire que c'est aussi question d'affinité. Il faut le dire. Pas nécessairement. Le vrai problème que nous avons, nos autorités sont complexées vis-à-vis de leur propre presse. Elles sont complexées. Et je disais, c'est pourquoi moi je voudrais, madame, que vous puissiez vous battre aujourd'hui pour que la loi sur l'accès à l'information publique soit votée au Parlement. Mais nos parlementaires ne votent que les lois pour leur confort. Et ce sont les lois qu'ils privilégient, la loi électorale. On a quand même certains collègues journalistes qui sont à l'Assemblée qui pouvaient faciliter. Il y a Christelle Wanga, il y a Eliezer Tamboué, aujourd'hui bien que ministre. Il y a quand même des journalistes qui sont là. Mais il faut que quelqu'un mène ce lobbying. Tout le monde a laissé cette histoire-là à M. Christin. Tout le monde, personne ne s'en occupe. La loi sur l'accès à l'information, faites-en votre propre problème. Faites-en le problème de Info7. Faites-le. J'aimerais un peu que vous, tous journalistes, vous puissiez vous mobiliser. Parce que bien que l'accès à l'information va concerner les étudiants, qui aujourd'hui, pour avoir accès à l'information, ils sont soumis à une fiche qui est délivrée contre paiement à la faculté, et quand ils doivent arriver, c'est difficile. Aujourd'hui, pour accéder à l'état civil, c'est compliqué. Pour avoir ne fût-ce quelques données aux affaires foncières, c'est un problème. Même à la présidence, là encore, c'est pire. Non, non, la présidence n'en parlait pas. Là-bas, avec tous les Baloubampoutou là, vous ne pouvez rien avoir. Donc, c'est justement, je vous invite, vous journalistes, à vous lever comme un seul homme pour vous battre, pour qu'on ait accès à l'information. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas accès à la vraie information, donc c'est la rumeur, ce sont les réseaux sociaux, les fake news, qui, vont gagner les fake news qui gagnent du terrain, les mensonges rwandais qui vont gagner du terrain. Mais si aujourd'hui vous pouvez vous présenter aux affaires étrangères et avoir accès
à toutes les informations nécessaires, au niveau du ministère des Finances, de la Défense, vous pouvez accéder facilement à l'information. Je crois que même les journalistes connaîtront sa valeur. Et d'ailleurs, c'est ce que j'appelle embouteillage. Pourquoi? Parce que vous avez des autorités qui ne vous respectent pas. À quoi bon? Voilà un peu. Et surtout que le président de la République, depuis qu'on parle de la situation sécuritaire, c'est plus la presse extérieure qui a l'accès à des interviews avec le président. Non, mais je l'avais dit pour Kabila qui n'aimait pas notre pays. Mais le Félix Antoine Tshisekedi, c'est encore pire. Je dis bien c'est pire. Parce que c'est la seule fois que je l'ai vu s'adresser. Lui, là où il ne sait s'adresser, que c'est sur Congo, qu'est-ce que je dis? Top Congo. Et rarement la RTNC. J'ai dit mais rarement. Et aujourd'hui même, Top Congo est devenu comme le média officiel. Il est privilégié par rapport aux médias officiels. L'interview qu'il a faite avec votre confrère Christian Lusakweno et le vieux Wamba Wechi en Belgique. Ouais. La première est accordée aux médias privés étrangers. Non, à un moment donné, vous devriez vous donner de la valeur. Et c'est Mwandanga qui avait demandé au cours d'un briefing que le président vienne, que le ministre Patrick Mouyaya réussisse à le faire venir, qu'il vienne également rendre compte devant la nation à travers la presse locale. Et ce n'est qu'après ça que le ministre Patrick Mouyaya a réussi à l'inviter et il est venu dans un briefing où Kassamba avait posé le problème de Stani Boudiakera, vous allez vous rappeler. Et donc, comment est-ce possible? Vous avez vos journalistes, donc on doit attendre que vous exprimiez sur RFI, que vous exprimiez sur France 24, que vous vous exprimiez dans Jeune Afrique, et les médias congolais, malheureusement naïfs qu'ils sont, ils vont mettre à reprendre les interviews pour relayer. Et c'est ce qui se faisait même à l'époque de Kabila, où Kabila ne s'exprimait qu'en anglais, et aux médias anglais, aux médias allemands, et maintenant vous devriez retraduire. Ah là, il fallait retraduire. Vous devriez retraduire pour donner la version, et vous mettez même en manchette. À un certain moment, vous devez même menacer, vous devez même boycotter ces informations données par les médias étrangers. Là, c'est la presse présidentielle qui va toujours relayer. Non, non, la presse présidentielle, mais qui ne se limite qu'à l'information. Non, nous avons dit, la presse chargée de communication, vous connaissez, vous êtes doctorante. Vous savez qu'il y a la différence entre l'information et la communication. Mais là-bas, il ne se limite qu'à donner les informations. Il n'y a pas de communication depuis que Tshisekedi, lui-même, Félix Tshisekedi. Il y a une porte-parole du président de la République. Porte-parole qui ne se limite qu'à la lecture des ordonnances présidentielles. Ah, moi, et dans ces tweets. J'ai quand même dénoncé ça. On m'a dit non, ce n'est pas ça. Non, non. Elle est que dans les tweets et dans la lecture des ordonnances présidentielles. Quel est le travail que fait un porte-parole? Et d'ailleurs, la plupart des formations du chef de l'État, c'est par lui-même que ça donne. Et même quand il donne, vous sentez qu'il n'y a pas eu un coaching quelque part. Mais Félix Antoine Tshisekedi, visiblement, aime ce travail. Bon, les vrais problèmes, écoutez-moi, chers amis. En un mot, nous allons prendre... Nous avons dit à l'époque, nous avons dit, peut-être le problème c'est lui-même. Parce que les journalistes, les communicologues, nous en avons. Nous avons des gens dans ce pays. Il n'a pas besoin de recruter quelqu'un. Ce n'est pas le fait d'être journaliste que nécessairement on devient conseiller en communication. Être conseiller en communication, c'est autre chose. Nous l'avons fait. Et nous avons produit les preuves dans ce pays. J'ai été aux côtés de Tony Mwaba et j'ai vendu la gratuité de l'enseignement. Qui était déjà devenu irréversible et non. Si vous avez été critiqué, vous avez fait la une des réseaux sociaux. Oui. On va se rappeler. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. En ce jour marquant la première réunion du gouvernement Souminois II, le président de la République a adressé ses félicitations républicaines à chacune et chacun d'entre nous pour avoir mérité la confiance placée en nous afin de servir la République et par-delà notre peuple. Aux nouveaux membres du gouvernement, il a souhaité la plus cordiale bienvenue au sein de l'exécutif national, tout en leur précisant
qu'il porte désormais une part de la charge collective de la conduite des affaires de l'État. Imprégnez-vous rapidement des dossiers relevant de vos attributions. Engagez-vous avec détermination dans l'atteinte des objectifs fixés et agissez toujours dans le strict respect de la Constitution, de lois de la République et de mes orientations, a souligné le président de la République. Aux membres du gouvernement reconduit, il a salué le travail accompli au courant du mandat précédent, martelant que leur reconduction est à la fois un signe de confiance et un appel à redoubler d'efforts. Et d'insister, vous connaissez les défis, les attentes et les leviers d'action. Il vous appartient désormais de produire des résultats plus visibles et plus tangibles. À l'ensemble du gouvernement, le président de la République a rappelé que chaque ministre est en charge d'un secteur d'activité qui doit servir avec compétence, énergie et dévouement. Notre pays continue de faire face à une guerre d'agression injuste qui endeuille nos populations et menace notre souveraineté. Il a évoqué l'impératif de faire bloc, de transcender toute divergence et de constituer un front commun contre l'ennemi. Ainsi, chaque décision, chaque action, chaque parole doit contribuer à renforcer l'unité nationale, à soutenir nos forces de défense et de sécurité et à préserver la cohésion de notre peuple. D'où la nécessité de toujours porter haut, partout où nous sommes, la voix de la République démocratique du Congo sur la question de l'agression. Nous ne sommes pas surpris, c'était un non-événement pour nous puisque nous avons estimé qu'à l'image du gouvernement Souminois 1 qui a brillé par une incapacité notoire à satisfaire les besoins directs du peuple congolais, ce gouvernement qui est en réalité l'accouchement d'une souris naine de ce qui était autrefois considéré comme les consultations nationales, ne produira rien pour le peuple congolais, d'autant plus que c'est un gouvernement qui est basé sur une permutation simple, alors que les différents acteurs qui composent ce gouvernement venaient autrefois de briller par leur échec au sein de leur portefeuille respectif qui leur était accordé par le président de la République lors du gouvernement Souminois 1, les rétablir encore, les permuter, les donner d'autres fonctions, n'est rien d'autre qu'une distraction de plus et une perte de temps pour le peuple congolais. Donc, à ce titre, l'Alliance pour le changement se dit non surpris et le considère comme étant un non-événement. De sortie de crise que malheureusement aujourd'hui le régime en place s'attelle à repousser pour un avenir qui n'est pas très bien fixé. Le problème en RDC, après avoir finalisé le problème que nous avions avec le Rwanda, après s'être mis sur le chemin de résolution du problème que nous avons avec le Rwanda, va se résoudre ici au pays avec un dialogue. Toutes les tractations que le régime en place est en train de faire n'est que dilatoire parce que vous le savez qu'il y a un problème de confiance aujourd'hui. La partie AFC M23 considère que le régime en place ne lui fait pas confiance. Pareil pour le régime en place. Il y a eu certaines mesures de confiance qui devaient être prises pour que les différentes parties qui sont en négociation puissent bien entendu avancer. Mais aussi longtemps que le régime en place ne se sera pas rendu compte qu'il y a une nécessité de convoquer les Congolais en interne, puisque lorsque nous convoquerons ces Congolais en interne, nous allons discuter. Tout le monde sera témoin de ce qui se fera. Aussi longtemps que ce régime continuera à procéder de manière assez ambiguë dans sa façon d'évoluer, voulant gagner du temps en espérant que 2028 approche vivement, évidemment, ils vont se retrouver que des pièges en pièges sans pour autant que le pays ne puisse avancer. Donc, nous estimons que ce qui est bloqué au niveau de Doha peut être résolu à Kinshasa avec un dialogue interne réunissant tous les opposants, toute la société civile ainsi que la partie au pouvoir pour discuter des causes et des problèmes du Congo. Merci beaucoup. La professeure Marie-Thérèse Sombo a affirmé que le domaine de la recherche scientifique et innovation technologique constitue un puissant levier de développement socio-économique du pays. Il convient de souligner que le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation constitue bel et bien un puissant levier du développement économique et social d'une nation. Son importance n'est plus à démontrer
au niveau planétaire. Au contraire, son absence ou sa négligence parmi les stratégies du développement comporte un grand danger car le pays va devoir évoluer sans boussole ni cadre de réflexion avant-gardiste. Ceci ressemble donc à un homme qui voudrait vivre sans son cerveau. Pour sa part, le ministre sortant, Gilbert Kabanda, a démontré que la RDC a des capacités pour compétir comme d'autres nations dans le domaine scientifique et technologique. Je cède le commandement de ce ministère au professeur Sombo. Je forme le vœu que les initiatives que j'ai mises en œuvre avec la collaboration de tous mes collaborateurs, dont le principal se trouve ici, le secrétaire général à la recherche scientifique, que toutes ces œuvres et d'autres qui seront conçues par elles-mêmes puissent effectivement démarrer la prise en charge dans notre pays, de notre économie, de notre social, de notre sécurité, par les cerveaux congolais, qui sont, comme je l'appelle affectueusement, le génie scientifique congolais. La cérémonie s'est achevée sur une note d'optimisme de 2 hommes d'État. Il est de notre droit de suivre de près les 6 objectifs du 2e mandat du président de la République, les 6 axes présentés à la population de la République démocratique du Congo. Maître Joël, alors on va se rappeler que le président de la République avait promis la création de plusieurs emplois, protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le taux de change, assurer avec efficacité la sécurité des populations et de leurs biens, poursuivre la diversification de l'économie, garantir plus l'accès aux services sociaux de base et renforcer l'efficacité de services publics. Qu'en est-il à ce jour de ces 6 axes du président de la République? Je crois que ces 6 axes ont été rencontrés principalement dans son premier mandat. Oui. Mais c'était le 2e mandat. Oui, non, je dis, ces 6 axes pouvaient s'expliquer avec le premier mandat où on a vu quelques signaux. Par exemple, en ce qui concerne le développement à la base dans les 145 territoires. Au moins dans certains territoires aujourd'hui, on peut voir un bâtiment administratif du territoire, on peut voir quelques écoles qui ont été transformées, les écoles en chambres. Aussi, routières. Les infrastructures routières. J'ai vu la route Chikapaka-Moïcha, en tout cas c'est en chantier. J'ai vu quelques infrastructures. Là, c'est au premier mandat. Mais au 2e mandat, vous sentez que tout bloque, ou bien tout boite, ou tout chavire, tout sombre, peut-être à cause du casting. Vous parlez de tout ce qui est sombre pour le 2e mandat, alors que nous avons vu des ministres s'applaudir en dressant des bilans, en tout cas à la hauteur de leur tâche. Je n'aimerais pas parler des individus, mais il faut quand même dire que l'élan de certains ministres, comme par exemple le ministre Liaou, c'est le vent qu'il a insufflé au premier mandat qu'il a poursuivi. C'est dans la continuité du premier mandat. Mais il n'est pas seul depuis le premier mandat. C'est ce que je dis. Par exemple, la ministre, comme la ministre des personnes vivant avec handicap, elle a mis en place un cadre organique, oui, Irénée Sambo, elle a mis en place un cadre organique, elle a mis en place l'administration, avec l'aide bien sûr de l'IAO, l'administration des personnes vivant avec handicap. Pour la toute première fois, il y a les personnes vivant avec handicap qui ont accédé, par exemple, dans la fonction publique, d'une manière officielle, plus de 2000 personnes. C'est le vent du premier mandat. Depuis Ilunkamba jusqu'à aujourd'hui. Quand vous regardez dans d'autres domaines, peut-être c'est dans la diplomatie, où il y a un petit vent nouveau. Mais quand vous regardez par exemple en ce qui concerne la défense, ça boite, ça vacille, ça tangue. Qui m'a invité aujourd'hui. Et on l'a reconduit. Et ça, ce sont des amitiés qui trahissent la nation.
Ah bon? Mais à un moment... Non, écoutez, le choix, quand vous avez vu par exemple, vous avez malheureusement retenu ces sujets-là parmi ceux sur lesquels nous allons débattre. Mais quand vous regardez le premier mandat, on s'est quand même battu pour stopper la guerre. Mais au deuxième mandat, on a vu un ministre qui, après que le chef de l'État s'est soit exprimé, dans moins de 24 heures, il a voulu tuer la communication du chef de l'État. Avec un discours plagié. Mais à un moment donné... Par mer. Oui, par main, par terre. Donc, avec tout ce que nous avons comme connaissance, expertise en République démocratique du Congo, pourquoi ne peut-on pas m'appeler pour rédiger un discours pour quelqu'un? Et je le lui avais même écrit, je le lui avais même dit, oui, quand il l'a fait, j'ai dit, vous faites recours à mon expertise, je rédige un discours qui répond aux réalités de la RDC. Taillé à la situation de la RDC. Taillé à la situation de la RDC, que de copier un discours. Et puis, les discours d'un film, et puis du président français. Aujourd'hui, s'il est reconduit, c'est que le président de la République, Félix Tshisekedi, est content de cette... C'est de la bouillabaisse, madame. Ah, comment ça? Non, c'est de la bouillabaisse. Il n'est pas seul. Il y en a beaucoup. Je n'aimerais pas parler des individus. Non, mais parce que nous devons parler du gouvernement Souminois II, qui était tellement attendu. Le président de la République avait même réuni le membre de l'Union sacrée de la nation, le présidium, pour dire que ce gouvernement qui viendra. Et puis, il avait tellement promis que ça devait être un gouvernement à la taille aujourd'hui, des mots qui rongent le pays, et notamment la situation sécuritaire. Un gouvernement de combat, si je me trompe. Mais je crois que on se tromperait si on doit tout acclamer, continuer à tout acclamer. On a beaucoup acclamé. Même là où il ne fallait pas acclamer, on a acclamé. Ah, même là où il ne fallait pas. Il y a une sorte, entre guillemets, de la légèreté dans le casting du chef de l'État. Légèreté, mais ça c'est... J'ai dit, entre guillemets, il y a une sorte de légèreté dans le casting du chef de l'État. Pourquoi vous dites cela? Vous savez, il y a des gens qui n'étaient plus attendus. Qui comme? Vous savez, le président de la République, j'ai vu Pasteur Mukendi interpellé. Je ne sais pas si c'est pour cette raison, et puis relâché. Mais écoutez, au début, Pasteur Mukendi l'a dit, au début, même pour la création du cash, le président de la République écoutait la base. Le président de la République suivait nos émissions telles que nous les passons ici. Et le lendemain, vous allez voir qu'il va changer de tir. Mais ici, le président devient insensible. Il devient insensible même à l'opinion. Non, il n'écoute plus la base. Même son parti politique. Même son parti politique, il ne l'écoute plus. Il y a des frustrations qui sont venues de son parti. Hein. Non, je vous dis, nous l'avons dit. Kabound, lorsqu'il était président de l'UDPS, il avait recommandé des ministres qui sont venus des rangs de l'opposition locale. Et ces gens-là, dans leur sélection des membres de cabinet ou dans les entreprises publiques, prenaient aussi les locaux. Mais ceux qui viennent de l'étranger, tous ceux que j'appelle, comme les gens, j'ai vu les gens dire c'est le pouvoir de Balou, ainsi et de suite. Je le répète, très cher ami, quand Kabila a nommé les Katangais, ce sont les Katangais, les Kaswechi, il les a nommés, ils étaient dans le gouvernement provincial, ils sont venus ici. Kabange Numbi, il venait de Lubumbashi pour être nommé ici. Vous avez l'ancien procureur général de la République, le pasteur Kabange. Il était âgé, avocat général, à la cour, au parquet général, près à la cour d'appel de Lubumbashi. Et on le nomme, il vient ici. Mais ici, on nous nomme les visages que vous ne connaissez même pas, qui ne connaissent même pas la réalité du terrain. Et quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent aussi les anciens chômeurs de l'Europe. Ce sont eux qu'ils nomment. Mais comment pouvez-vous vous attendre au résultat? Comment pouvez-vous vous attendre au résultat? Le résultat ne sera qu'un échec. Et leurs enfants, j'ai vu un ministre faire revenir son fils avec des locks. Et il est conseiller, représentant de ce ministre-là au sein du conseil d'administration d'un établissement public. Avec des locks. S'il vous plaît, je connais celle qui, une ancienne ministre ou vice-ministre, qui est élue députée provinciale.
et son suppléant dans son système d'organisation, elle paye ses suppléants. Il leur donne un salaire. Le salaire reste pour elle. Ah bon? Elle est députée nationale. Elle paye son suppléant qui est resté député. Son suppléant prend l'argent, vient lui remettre quand il la remplace. Elle est sénatrice. Et en même temps, le président de la République la nomme membre du conseil d'administration. Ah, membre du conseil d'administration. À un certain moment, c'est comme si il y a des personnes extraordinaires qui ont été à l'académie de ministres, ça veut dire ils ont été formés comme ministres, qui ne peuvent pas quitter. Oui, dans ce lot, il y a je parlais de quelques ministres dont j'ai cité les noms. Ici, je n'aimerais pas en citer plus pour qu'on ne dise pas que j'ai fait la publicité des uns contre les autres. Mais avant de prendre ce deuxième dossier, vous avez dit qu'il y a des ministres qui ne méritaient pas revenir, mais qui sont quand même revenus. Mais vous avez vu, vous avez vu le jour où le président de la République a annoncé au ministre, même l'actuel ministre délégué, près le ministère de la Défense, M. Eliezer Tamboué, il en avait fait un point dans son émission Masolona député. Je ne sais pas s'il va maintenant créer Masolona ministre. Oui. Je ne sais pas s'il va créer Masolona. Si Maître Joël a décidé de laisser la presse et s'engager en tant qu'avocat, lui député, quand même, c'était quand même une première dans ce pays où on a vu un ministre et un député qui est resté journaliste. Et qui prestait. Non, mais ce sont ces incohérences. C'est ça que j'ai appelé tantôt, au début de l'émission, les embouteillages, qui à un certain moment nous ont poussés à quitter la profession. Pourquoi? Et je le disais, et j'ai vu la plupart des journalistes seniors nous ont emboîté les pas. Je salue la clairvoyance également de votre directeur de programme, M. Ambroise Mamba, que je salue, qui est apprenant aujourd'hui en sciences politiques et administratives. Et vous sentez que ces tribunes ont changé un peu de dimension. Donc c'est pour vous dire, avant la publication du gouvernement, vous avez vu les gens, vous citez certains ministres qui sont caractérisés par le népotisme et honteux. Ce sont leurs enfants. Et donc les partis politiques, ceux qui viennent acclamer, ceux qui viennent dans leur meeting, non, ils sont là tout simplement pour meubler le parti politique, qui ne sont restés que des dicablos, qui ne servent qu'à leur président. Vous ne l'avez pas cité. Maître Joël connaît les ministres qui n'ont pas mérité. Mais on en a cité. Il y en a qui ont fait déjà 16 ans au pouvoir. Il y en a qui ont déjà fait 6 ans. Et depuis... Non, je n'ai pas besoin de les citer. Nous avons une population, vous savez, il faudrait comprendre que le combat de Tian Tshisekedi d'éveiller la conscience des Congolais a réussi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une population qu'elle ne peut plus berner. Même aujourd'hui, allez avec votre micro-baladeur sur la route, vous allez voir qu'il y a certains ministres que la population ne supporte pas. Et cela pourra constituer demain ou après-demain une épine sous les pieds de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Le travail se poursuit à l'Union sacrée de la Nation. Une semaine après d'intenses travaux de la commission spéciale instituée par la plus haute autorité politique de la plateforme, les cadres se sont retrouvés de nouveau ce dimanche 10 août 2025 autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée, pour faire le toilettage de la charte et du projet de règlement intérieur du regroupement politique examiné et approuvé au courant de la semaine. Il était question d'entendre le rapport de la commission spéciale qui avait été mise sur pied lors de la réunion de samedi 2 août. Cette réunion devait se pencher sur les textes, notamment sur la charte et sur le règlement intérieur. Nous nous sommes penchés là-dessus et le travail va donc continuer, va se poursuivre. Et je dois vous dire que la prochaine réunion du Présidium, sous la présidence de la haute autorité politique, c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, nous allons finalement adopter tous les textes et la haute autorité politique sera à mesure de décider de la tenue du Congrès. Parce que c'est le Congrès qui, en dernière instance, va adopter. Nous sommes une instance démocratique. C'est le Congrès qui va adopter les textes de l'Union sacrée de la Nation. Ce Congrès devra se tenir avant le 15 septembre, mais la date précise,
nous attendons de l'entendre de la bouche même de la haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'occasion était également pour la plateforme présidentielle d'exprimer son soutien au gouvernement Souminois II, publié aux premières heures de vendredi dernier. L'Union sacrée de la nation est derrière et il soutient le gouvernement Souminois II qui vient d'être mis en place. C'est notre gouvernement. Tout ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Mais nous tous, comme un seul homme, d'après d'ailleurs, selon l'hymne de l'Union sacrée, tous unis, tous derrière la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, tous nous soutenons le gouvernement de son Excellence Madame Souminois. Ces travaux, a fait remarquer le secrétaire permanent de l'Union sacrée, ouvrent la voie à la tenue du congrès de l'USN. Entre-temps, des amendements sur la charte et les règlements intérieurs sont attendus ce lundi pour une délibération par la même commission avant la grande réunion le jeudi devant la haute autorité de l'Union sacrée. Nous avons le pays. Avant de l'écrire, nous venons de décrire ce qu'est le public. Il doit être honnête pour reconnaître que nous ne sommes pas là pour méconnaître tous les efforts qu'on a consentis pour que la justice aille de l'avant. Peut-être qu'il a été induit à l'erreur. Peut-être qu'il a été, à un moment donné, gagné par un sentiment quelconque qu'il voulait le faire croire qu'il peut violer la loi définitivement. À ce titre, si la terre des hommes, ça peut arriver. Personne ne l'est pas fait. Ça peut arriver. À ce titre, vous allez même tenir compte de toutes ces circonstances. Notre mission n'est pas pour tuer, mais c'est pour ramener les gens sur la route. Il plaira donc à votre fils de vous, Monsieur le Président, honorable membre de la République, de dire établir, en fait comme en droit, l'infraction de détournement de l'idée publique mis à charge du prévenu. Vous allez les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés. Cette peine de 10 ans de travaux forcés sera assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit de l'éligibilité pendant 10 ans. Après l'exécution de cette peine. Vous allez aussi, Monsieur le Président, honorable membre de l'Obispo, l'interdire d'accéder aux fonctions publiques, quel que soit l'échelon. Vous allez aussi les priver du droit à la condamnation pour la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous allez aussi, Monsieur le Président, ordonner l'extournement intégral de la somme de détournée. Cet argent-là, 19 millions 900 000 $ américains, doit retourner dans les comptes clos. Face à la gravité sans précédent de la crise sécuritaire, humanitaire, politique et sociale, l'heure n'est plus aux lamentations. L'heure est à la mobilisation et à l'action. Résolution et engagement. 1. Préservation de la souveraineté et de l'unité nationale. Ensemble pour la République condamne fermement le pillage des ressources naturelles et réaffirme que l'intégrité territoriale et l'unité nationale sont non négociables. 2. Respect de la Constitution et des délais du mandat. Le respect des délais constitutionnels est une exigence absolue. Aucun arrangement ni manipulation juridique ne saurait justifier un mandat illégal. 3. Légitimité par les urnes. La seule source de légitimité réside dans des élections libres, transparentes et crédibles, garanties par un processus électoral impartial. 4. Mise en ordre et adaptation des structures du parti. Le parti engage une réforme organisationnelle profonde pour renforcer son efficacité, accroître sa capacité d'action et se préparer aux échéances politiques et électorales à venir. 5. Mobilisation et implantation nationale. Une campagne d'implantation sera intensifiée pour porter la présence du parti dans tous les territoires,
renforcer la base militante et fédérer les forces du changement avec l'appui et l'énergie de la diaspora. 6. Lutte contre les antivaleurs et la justice instrumentalisée. Ensemble pour la République fera de la lutte contre la corruption, l'impunité et l'instrumentalisation de la justice une priorité, afin de restaurer un état de droit effectif. Un mécanisme de protection et d'alerte est mis en place pour appuyer, amplifier et relayer les plaintes et actions en justice contre toutes les tentatives visant à restreindre les libertés publiques ou à porter atteinte au patrimoine commun. Alors, après la sortie du gouvernement Souminois 2, Maître Joël, des frustrations ont été quand même enregistrées au sein du parti au pouvoir, bien qu'après il y a eu une matinée politique où Augustin Kabouya, de son côté secrétaire général, a essayé d'apaiser quand même les combattants et cadres. De l'autre côté, Deo Bizibou, qui est également secrétaire général AI, a fait la même chose. Mais quels sont les dangers que cela représente pour le président de la République, Félix Tshisekedi, qui visiblement aujourd'hui n'écoute pas, je le dis, hein, visiblement n'écoute pas son parti? Bon, à un moment donné, je me disais que il laissait la confusion, comme il a appelé qu'il s'agissait de la vitalité démocratique, mais je crois que peut-être que lui-même et sa famille entretiennent cette crise au sein de l'UDPS pour la rejeter, particulièrement l'UDPS des combattants locaux, pour peut-être servir son église et servir sa famille. Je crois que c'est à dessein. Parce que dire aujourd'hui que c'est la vitalité démocratique, d'un côté vous avez Bouzibou, de l'autre côté vous avez Augustin Kabouya, vous savez, cette crise pouvait être résolue très facilement. Bouzibou était secrétaire général adjoint après le secrétaire général Kabouya. Quand le secrétaire général Kabouya devient président de l'UDPS, pourquoi ne pas désigner l'autre comme secrétaire général? Vous les invitez à l'OUA à 1h du matin, à 2h du matin. Vous les faites asseoir et vous mettez fin à la crise. Ici, c'est la politique de diviser pour mieux régner. Ça veut dire quoi? Comme les deux ne s'entendent pas, les deux ailes ne s'entendent pas. La conséquence, c'est quoi? Personne ne peut recommander les membres ou au sein du gouvernement, et à ce moment-là, on doit faire les courbettes devant certaines dames pour accéder au pouvoir et contre les billets des banques. Et c'est ce qui se passe, madame. À ce moment-là, parce que la crise est facile à résoudre. Kabouya est là. Il a prouvé sa loyauté, sa fidélité, son sens d'unir et d'accepter les autres, son sens de pardon. Kabouya l'a démontré. La dernière fois, j'ai vu, il a reçu l'ancien ministre de la Santé, M. Eten. Il l'a reçu. Il a reçu le papa... le papa... j'ai oublié son nom. Il l'a reçu. Il a reçu les anciens de l'UDPS. Donc, au moins, on sait voir que le secrétaire général, M. Augustin Kabouya, est président de l'UDPS, a ce sens paternel. Mais pourquoi ne pas lui laisser? De cette façon-là, ils peuvent ensemble s'unir, s'asseoir, lorsqu'il y a des recommandations. Mais maintenant, c'est l'église Philadelphie qui remplace l'UDPS. Mais quand on insulte, quand l'UDPS est attaqué, quand Félix Tshisekedi est attaqué, Philadelphie n'est pas à la défensive. Philadelphie n'intervient même pas. Par contre, son pasteur défie même le président, il dit qu'il ne bouffe pas la dîme. Mais écoutez, vous ne bouffez pas la dîme. La plupart des membres du cabinet de maman, de la première dame, sont venus de la Philadelphie. La plupart d'établissements publics, il y a quelqu'un qui a d'ailleurs fait cet exercice-là, sont venus de Philadelphie. Moi, je dis ceci, et je le répète aussi longtemps, que le président de la République ne sent pas le danger qu'il court en créant la rupture entre lui et sa base qu'il a propulsée à la présidence de la République. Demain après-demain, vous savez, l'opposition est en train de se réorganiser, non? Le comble est que nous n'avons pas d'opposants, nous avons des frustrés, nous avons des aigris. Mais le jour où on aura un leader qui sera suivi par la base... Tu peux être un maître Joël Cadet? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc les jours
où la population se reconnaîtra en un leader de la hauteur, du niveau d'Étienne Tshisekedi ou Moulumba, et qu'il puisse pousser la population sur la rue, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Parce qu'aujourd'hui, on a déboulonné la majorité au Parlement du temps de Mabunda avec quoi? C'est avec les Wawa. C'est avec l'UDPS. Et aujourd'hui, quelle est la manifestation de l'opposition qui a été convoquée et qui a réuni au moins 5000 personnes? Il n'y en a aucune. Mais Maître Joël Cadet, alors on a vu le président de la République aujourd'hui s'élever pour essayer de remettre un peu de l'ordre au sein de l'Union sacrée de la nation. Il y a deux voix qui estiment qu'avec la situation qui se passe au sein de son parti, Félix Tshisekedi est dans une démarche telle que, après lui, l'UDPS ne peut plus être au pouvoir. Comme ça, il sera seul à gérer et à tout sécuriser. Vous savez, vous posez tellement vos questions avec beaucoup d'intelligence qu'en elle-même, il y a des réponses. Ici, le problème en tenant à organiser l'Union sacrée, en fait, le président tente de tuer le parti d'où il est venu. Mais il n'y a que le moins averti qui ne peuvent pas le comprendre, madame. Parce qu'il y a crise au sein de votre parti. Vous n'y mettez pas... Une crise qui a duré plus d'une année. Plus d'une année. 2 ans, pratiquement depuis que Kabound est parti. Depuis que Kabound est parti. Comment est-ce que vous ne pouvez pas remettre de l'ordre dans votre propre maison, la maison qui vous a propulsé, la maison qui vous a façonné, la maison qui vous a construit. Qui vous a donné le pouvoir. La maison qui a dit non au deal de Genève. C'est cette maison-là. Vous la laissez brûler et vous construisez pour les voisins. À un moment, c'est que le dauphin viendra du voisin? Non, le dauphin viendra de là. Non, l'UDPS, de mon point de vue, je peux croire même qu'elle n'est plus, qu'elle n'existe plus. Est-ce que nous pouvons revivre une situation telle qu'un jour l'UDPS s'élève contre son président? Je vous ai dit que c'est ma crainte. Si les choses ne sont pas rétablies. Je vous ai dit, madame, que c'est ma crainte, c'est vraiment ma peur. Je vous l'ai dit tantôt, il n'y a pas 2 minutes. Je vous ai dit, c'est ma crainte. Le jour où cette base va constater que la rupture est irréversible, elle va se retourner contre celui qui l'a soutenu jusqu'à ce jour. C'est tout ce que je crains. C'est pourquoi nous, on ne vient pas, non seulement pour flatter, non seulement pour critiquer, nous faisons nos analyses, c'est politique, c'est objectif. C'est tout simplement inviter le président de la République à mettre un peu de la paix, de l'ordre au sein de son parti. Il doit mettre de l'ordre. Il y a eu des morts à Kananga, madame. Même ici, Wapanga. Même ici, il y a eu des morts. Mais à un moment donné, on doit se dire qu'est-ce que l'on veut. Et n'échouent dans la vie que ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et là, c'est comme si on ne sait pas là où nous sommes en train de partir. Il y a des morts. Et on laisse la crise perdurer. Non, à un moment donné, levez-vous. Les 2 leaders, l'un est conseiller au sein de votre cabinet. L'autre, c'est votre filleul. Est-ce que vous savez que le président de la République est parrain de mariage du président Kabouya? Augustin Kabouya. Oui, c'est son parrain du mariage. Donc il peut l'appeler à tout moment. Il peut l'appeler à tout moment. Une seule parole peut régler. Une seule parole, madame, réglerait la crise au sein de l'UDPS. Et il n'y a pas question de dire c'est la vitalité démocratique. Non, il n'y a pas de vitalité démocratique. Ici, vous sentez que le président est dans une logique, dans une perspective de tuer sa propre maison au profit de son église, au profit de sa famille biologique et au profit de ses amis. Est-ce qu'en parlant de la famille biologique du président de la République, vous donnez raison à ceux qui ont porté plainte au-delà des frontières de la RDC? À quel sujet? Pour dénoncer le fait que c'est la famille du président qui profite des richesses du pays. Je n'aimerais pas entrer dans cette polémique parce que je n'ai pas de preuves. On ne m'a pas montré un jour les carrés miniers de Maman Marthe, on ne m'a pas montré les carrés miniers de Madame Roselyne Bombo que l'on diffame chaque jour, on ne m'a pas montré le carré minier de Maman Denise, on ne m'a pas montré le carré minier de Christian Tshisekedi que l'on vilipende aussi. En tout cas, à ce niveau-là, je ne peux pas vraiment réagir. Alors, avant de terminer, à un moment, vous avez parlé du casting du président de la République. Alors, nous avons le gouvernement Souminois 2. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce gouvernement au regard de défis qui se présentent aujourd'hui devant le Congolais?
Bon, personnellement, peut-être au moins que je parle de secteur, je ne m'attends à rien. Parce qu'au niveau de la défense, c'est la même personne. Sous le règne de qui? Goma est tombé, Bukavu est tombé. Alors qu'il y avait des prouesses avec son prédécesseur qui a formé dans le temps les Ouazalendo. Je vais m'attendre à quoi? Bon, peut-être au processus de Doha, processus de Washington, piloté par le chef de l'État à travers, bien sûr, la ministre Kaikwamba, on peut espérer quelque chose. Je peux m'attendre à quoi? Les améliorations peut-être au niveau du ministère des personnes vivant avec handicap. Puis-je m'attendre à quoi? Compter sur l'intelligence, par exemple, de Mme Akassa Bandoubola, qui prend aujourd'hui les hydrocarbures après l'économie nationale, les affaires foncières. Même si elle a été rejetée aux affaires foncières par certains environnementalistes. Oui, aux affaires étrangères, c'était posé tout simplement un problème des réfractaires à la loi, des gens qui ne veulent pas les réformes qu'elle a initiées, notamment en récupérant plusieurs carrés miniers, qu'est-ce que je dis, en récupérant plusieurs concessions, oui, qui ont été pratiquement prises d'une manière illégale par certains individus. Donc ça, il faut louer, par exemple, l'espace Oasis. Je crois que c'est grâce à lui, grâce à elle, excusez-moi, il y a beaucoup d'espaces comme ça qu'elle a remis dans les domaines publics de l'État. Donc, on peut espérer quelque chose. Mais donc, pas là où il y a eu... Bon, il faut peut-être également saluer les actions menées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, M. Jacquemin Chabani, en ce qui concerne la traque. J'ai vu, vous avez retenu également ce sujet-là, des Koulouna, qui se poursuit. Bon, il menait ce combat-là ensemble avec Constant Moutamba. On ne le sent pas en fait. On ne le sent pas parce qu'aujourd'hui, les femmes sont en danger. Les femmes qui conduisent dans la capitale de la RDC voient leur rétroviseur partir en pleine journée. Madame, les phénomènes criminels n'est pas... Koulouna aujourd'hui dans la commune de la Gombe. Oui, en tout cas, Koulouna, on les a trouvés. Oui, mais pas dans la commune de la Gombe. S'il y en avait. Vous voyez... Le spectacle qu'on a vécu là? Oui, non, le spectacle, c'est pas c'est une journaliste. Mais il y en avait, c'est parce que c'est Rachel Kissita. Je la salue. Mais les encablures de l'hôtel Memling, BCDC, ces endroits-là n'étaient pas... Vous ne pouviez pas y passer il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, ça a été nettoyé. Et puis, c'est un cas isolé à Gombe. C'est un cas isolé. Mais c'est inquiétant. Non, c'est inquiétant, mais qui a créé les Kinshasa a enregistré des braquages. Autant de braquages, c'est sous Jacquemin Chabani. Oui, c'est sous Jacquemin Chabani, mais la plupart... Les Koulouna deviennent vraiment des hommes de loi qui imposent leurs lois dans des communes, des gens... Mais la plupart... Non, plus dans la quiétude. Mais la plupart de ces cas, c'est entretenu par certains opposants qui voulaient créer une psychose ici. Oui, c'est entretenu. J'ai dit bien c'est entretenu. Des pères de famille, de jeunes filles. Je vous dis que c'est entretenu par ceux qui voulaient créer une psychose à Kinshasa. Et ça a été dit par Kabila. Quand il avait dit qu'il va répandre la tension à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et situez-moi l'âge de ces Koulouna-là. Et c'est l'abandon de la jeunesse depuis que Kabila avait pris le pouvoir. Et vous, je ne sais pas si vous avez été à Kinshasa, posez la question à ceux qui ont vécu à Kinshasa en 1990. Il n'y avait pas la machette, la culture de la machette n'était pas à Kinshasa. Mais dans ce pays ici, on a connu des députés du PPRD qui ont distribué des machettes, non? Pour arrêter cette hémorragie. Il a promis. Donc, on devait quand même enregistrer une différence entre l'avant, lui, et donc, ce qu'il a trouvé et quand il est entré en fonction. Non, mais le phénomène Ndobo, c'est lui qui l'a lancé. Oui, mais les résultats, on veut des résultats. Non, mais il a produit les résultats dans certains... Montrer à cette population. Et la plupart... Nous voyons les inquiétudes. La plupart des braqueurs ont été poursuivis, arrêtés et condamnés. Ils sont placés en prison. Et lui-même se déplace pour aller dans les lieux où se tiennent les audiences. Donc c'est ça sa volonté. Maître Joël Cadet, vous défendez très bien le ministre de l'Intérieur. Madame, Monsieur, prenons ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine.
Nous sommes ici à la barrière de l'entrée nord de la ville de Bunia. Tous ces véhicules étaient bloqués depuis des dizaines de jours sous la RN27 à cause de la situation sécuritaire instable. Après des opérations militaires et des ratissages en territoire d'Ndjougou, l'administration militaire a mis en place les dispositifs sécuritaires pour faciliter la libre circulation des personnes et leurs biens, y compris ces véhicules. D'où cette satisfaction de M. Dani Mugisa, président des importateurs des produits pétroliers à Nituri. Il y avait plus de centaines de camions citernes transportant les produits pétroliers qui étaient bloqués à RM27, compte tenu de l'insécurité. Je remercie sincèrement son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Nituri, d'avoir s'impliqué, d'envoyer les militaires pour aller escorter les camions qui étaient bloqués au niveau de la RM27. Et tous ces camions sont bien arrivés. Cet opérateur économique demande à la population de s'apaiser car plusieurs stratégies sont déjà peaufinées pour stabiliser les prix de carburant. Comme il y a un lot important de carburant qui vient de faire la traite, je crois que le prix aussi sera baissé d'ici là. Soucié de stabiliser la vie socio-économique et relancer les développements de la province, à cette période de l'état de siège, les gouvernants militaires, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni privilégie la collaboration entre les opérateurs économiques, restaurant ainsi la confiance entre la population et l'administration militaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjoué le mardi 12 août 2025 l'attaque menée par la coalition Turwane au raid Tabara, alliée à l'AFC M23, à la hauteur de Nyankezi, en territoire de Walungu au sud Kivu. À cette occasion, cette arme de type AK-47 et d'autres effets militaires ont été récupérés. En outre, un milicien du même groupe répondant au nom de Biringiro Sironi s'est rendu avec son arme AK-47. Je réponds au nom de Biringiro Sironi. J'étais recruté par l'AFC M23 à Massissi pour suivre la formation à Tchanzu dans l'objectif d'attaquer Ouvira. Accompagné du général Sebatama, nous étions au nombre de 400 jeunes. Arrivés à Minembwe, nous avons coalisé avec les Ngumino, Tuguanero et les Red Tabara pour chasser les FARDC et les Wazalendo. Depuis que je me suis rendu au FARDC, je mange bien et je dors paisiblement. Face à ces attaques récurrentes, le général de brigade Mwakumbuluku Daniel, commandant de la 33e région militaire et commandant Task Force, appelle la population au calme et à ne pas céder au discours propagandiste de l'ennemi. Nous demandons au FARDC de se renforcer et de chasser les M23 pour que nous les déplacer au nord du pays. Alors, de son côté, l'opposition congolaise s'organise pour un dialogue politique, mais sans la participation de Martin Fayoulou et de la coalition Lamouka. Jean-Claude Wemba, président du mouvement du peuple congolais pour la République, justifie cette exclusion en accusant Martin Fayoulou d'avoir créé un camp de la patrie avec le pouvoir en place et d'être ainsi en alliance avec Félix-Antoine Tshisekedi, une posture jugée incompatible avec celle de l'opposition. Comment réagissez-vous à l'exclusion de Martin Fayoulou par un autre camp de l'opposition? Madame, je ne vois pas qui peut chasser Martin Fayoulou parce que c'est le seul leader qui est resté cohérent. Martin Fayoulou. Oui, qui est resté constant dans sa position. Et il s'est levé pour tendre sa main qu'il avait refusée à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lorsqu'il a constaté que tous ceux de ses alliés dans l'opposition qui se disaient être opposants étaient des mèches avec le Rwanda. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'opposants dans ce pays, madame. On n'a pas d'opposants. On a des aigris, on a des frustrés. Non, mais Moïse Katumbi, Joseph Kabila Kabange et son FCC. Ils ne sont pas des opposants, ce sont des aigris. Des gens qui sont mis au service de Kagame, croyant que facilement ils pouvaient renverser le pouvoir de Tshisekedi. Il n'y a pas d'opposants. Dites-moi, être opposant, c'est présenter un programme alternatif à la gestion. Une alternative. Dites-moi, qu'est-ce que Kabila a proposé?
comme alternative à la crise. Parce que la manière dont il a parlé... Il faire des consultations, oui. Il a consulté... Mais les consultations aboutissent à quoi? En qualité de qui? En qualité de qui? C'est un ancien président. Un ancien président. Mais pourquoi il ne peut pas venir? Pourquoi ne peut-il pas commencer cette consultation-là à Kinshasa et dans d'autres provinces? Il n'y a que des provinces sous occupation du Rwanda où il doit consulter. Non, madame. Tout doit se comprendre aujourd'hui. Tout se comprend. Kabila n'a jamais été pour le Congo. Et moi, j'avais donné les 4 missions qu'avait reçues Kabila et il les a réussies. Ah, Kabila avait reçu 4 missions. 4 missions de la communauté internationale à travers le Rwanda. Il a reçu ces missions de qui? De la communauté internationale? Oui, qui lui ont été données par le Louis Michel et le Rwanda. La première mission, c'est rendre poreuses les frontières orientales de la République démocratique du Congo pour permettre au Rwanda de contrôler. Deuxième mission, c'est fragiliser le système immunitaire de notre pays, ça veut dire le système sécuritaire, en infiltrant par les brassages les services de renseignement, militaires comme civils, l'armée et la police. Et aujourd'hui, l'armée ne peut pas faire la guerre. J'ai vu avec satisfaction un opposant camerounais en parler, avec beaucoup de maîtrise et de cohérence, pendant que les Congolais ne le comprennent pas. Donc notre armée a été fragilisée, qu'on ne peut pas faire la guerre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la seule voie que nous avons, c'est la diplomatie. Et la troisième mission, c'était accorder la nationalité globale aux populations rwandophones. Ce qui a été fait. Et la quatrième mission, c'est permettre au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi, n'est-ce pas, d'exploiter les ressources d'une manière illicite, illégale, dans l'est de la RDC. Mais si vous affirmez que Kabila avait reçu 4 missions, pourquoi il avait quand même arrêté les M23, il les a mis en prison? Ces M23 qui ont été libérés par Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, madame. Moi, je l'ai dit en 2016. Et celui qui me l'a dit, c'est l'ancienne troisième personnalité du M23. Il a dit que le M23 n'a pas été défait. Mais c'était quoi là? Les militaires s'étaient retirés en Ouganda et au Rwanda. Et quand Kabila en a eu besoin, quand Joseph Kabila en a eu besoin, en 2016, ceux qui tiraient sur nous à balles réelles, ceux qui ont tué les Mukendi et consorts, ceux qui ont tué, oui, ceux qui ont tué au Congo central, ce ne sont pas, oui, les Bundu Congo, ce ne sont pas des militaires congolais, ce ne sont pas des policiers congolais, c'était des Rwandais. Ceux qui ont tué au Kassai, le phénomène Kamina Sapo, qui ont tué avec les machettes, c'était le M23. Pourquoi Kabila n'a pas accepté qu'il rentre et que la personne qui avait été envoyée par le pasteur Ouniga et les autres pour créer le parti, est-ce que vous savez que le M23 avait été créé comme parti politique ici? Alliance pour le salut du peuple congolais, ASP, qui était, et c'est Moïse Tchoko, paix à son âme, qui avait été envoyé pour créer, pour transformer le M23 en parti politique. Et Kabila l'a fait arrêter. Et il est mort pratiquement en prison, évacué tardivement, malade. En Afrique du Sud, il est allé mourir. Je peux citer le nom de Faustin Sotala, qui a constitué les statuts de ce parti. Et je me rappelle, ce fut mon journal, Impact News, qui avait publié les statuts de ce parti politique-là. Donc, c'était un parti du M23. Mais Kabila n'a pas... aussi des connivences avec eux. Pardon? Pourquoi ils ont publié sur votre journal? Non, mais là, ils s'étaient déjà convertis. Ah. Et là, ils se sont convertis en parti politique. Ils ont sollicité le service de mon journal et je leur ai vendu. Ce sont des prestations. Mais pourquoi Kabila n'avait pas accepté que les troupes du M23 qui étaient en Ouganda, qui étaient au Rwanda, rentrent au Congo? Parce que c'était ça la mission. Pourquoi avait-il refusé qu'on nomme au mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba, qu'on nomme Moïse Tchokwe comme troisième secrétaire exécutif adjoint, je crois, coordonnateur adjoint, pour la cause ou pour la partie M23. Il avait refusé. Mais quand il a eu besoin de M23 en 2016, il a fait appel à eux. Ce sont eux qui ont tué. Les rapports de Human Rights Watch existent, vous pouvez les consulter. Alors, donc, Maître Joël Kadé était déjà d'accord avec le président de la République, Félix Tshisekedi, lorsqu'il avait dit que l'ASC de Corneille Nangaa, c'était Kabila lui-même. Moi, je l'avais dit, nous l'avions dit avant le chef de l'État. Nous l'avions dit. Nous avons dit, le président du M23, et moi je le dis en 2016, Kabila au pouvoir, madame. Je le dis en 2016, ceux qui suivent les anciennes émissions, même je crois, même votre magazine, j'y étais passé, j'avais dit que le président du M23 se trouvait à Kinshasa. Il s'agissait de Joseph Kabila. Alors, et puis, comment le M23 a été créé? Je vais vous rafraîchir la mémoire. En un mot? En un mot, oui, en un mot. Vous voyez, quand le président Etienne Tshisekedi se présente
aux élections de 2011, Kabila a eu peur. Et il a envoyé tout l'arsenal militaire à Goma. Au cas où il perdait les élections, il allait se recroqueviller sur Goma. Et c'est de là que les Tangana et les autres avaient été envoyés à l'Est pour créer ce qui est arrivé en 2012. Et l'M23 a commencé en 2012. Et ils avaient tout l'armement possible, tout équipement possible. Donc c'est pour vous dire que ce n'était même pas... Parce que le CNDP était déjà dans le gouvernement. Il n'y avait même pas les accords du M23. Ce qu'ils réclament, ce ne sont pas les accords du 23 mars. Non mais aujourd'hui, ils réclament le fait que... Bon, c'est qui se raconte. Le fait que le président de la République n'a pas... qui les a logés à Kinshasa, n'a pas respecté les accords. Quand Tshisekedi arrive, la première des choses, il a tendu la main à tous les chefs d'État de nos frontières. L'objectif, c'était qu'on reparte sur de nouvelles bases dans la consolidation de la paix dans la région. Il a appelé Kagame mon frère. Il a appelé Kagame mon frère. Il a été applaudi au stade de Martyr. Oui. En tout cas, bon, peut-être que les gens ne connaissent pas Tshisekedi. Hein? C'est peut-être aujourd'hui. Moi, je commence à croire qu'il est envoûté. Hein? Aujourd'hui, il est envoûté. Certainement parce que la rupture qu'il y a. Mais quand vous voyez, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui vous laisse faire. Mais il est entouré des pasteurs qui prient nuit et jour. Je ne vais pas commenter là-dessus. Donc, quand vous le voyez, il vous prend, il a une bonne foi à envier. Il a une bonne foi. Lui croit à tout le monde. Mais il n'est pas naïf. Mais il croit à tout le monde. Il croit en tout le monde. Parce qu'au début, il était très attentif aux revendications de la population. Peut-être que vous pouvez avoir raison lorsque vous estimez qu'il est envoûté. Hein. En tout cas, c'est tout ce que je peux croire. Même les peuples congolais ne le reconnaissent. Non, on ne reconnaît plus le président Félix-Antoine Tshisekedi que nous avons connu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, Joël Kadendanga pouvait passer dans une émission comme aujourd'hui. Il parle, mais demain, il change les choses. Mais aujourd'hui, il pouvait écouter les Fumutoto. Il pouvait écouter tous les leaders d'opinion, Kisambo Sembe et consorts. Parce que le président, c'est le seul qui nous suit régulièrement et qui suit nos émissions. Et je vous surprends, les jours où il nous a reçus au Palais de la Nation, je vous dis qu'il a cité chacun par son nom. Et il connaît l'histoire de chacun d'entre nous. Oui, mais la première dame avait dit qu'il a une petite radio, il écoute, il suit. Et quelqu'un qui a même dit qu'il suit même les réseaux sociaux. Hein. Il est vraiment... Il est accro, comme Kamere l'avait dit. Il est accro, il suit les réseaux sociaux. Donc c'est quelqu'un qui était très attentif vis-à-vis des opinions de la population. Mais aujourd'hui, c'est un autre Tshisekedi. C'est que s'il est réellement envoûté, comme vous l'aviez laissé entendre, c'est perdu. Peut-être que lui-même est en train de se construire une image pour les perspectives que lui seul connaît. Parce qu'en se détachant de sa base, en créant cette rupture avec sa base, certainement qu'il construit une autre personne qui pourrait être demain redoutable. Hein? Qui pourrait être redoutable, je ne veux pas dire dictateur. Hein? Alors avant de prendre ce dernier dossier, nous allons quand même parler en un mot du conclave organisé à Bruxelles par le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui est quand même revenu sur certaines choses, qui a dressé un tableau très sombre du règne de Félix-Antoine Tshisekedi, en parlant de la poursuite de la guerre dans l'est du pays qui ensanglante, donc une guerre qui visiblement on fait croire qu'il y a des avancées alors que qu'on continue à tuer les Congolais, la vie qui est devenue chère. Alors le tableau dressé par le parti de Moïse Katumbi est vraiment très très sombre. Mais qui tue dans l'est? Pourquoi n'ont-ils pas condamné celui qui tue? Pourquoi Moïse ne s'est jamais attaqué à Kagame? Pour quelle raison? Pourquoi le parti de Moïse n'a jamais condamné l'agression rwandaise? Pourquoi il ne dit mot? C'est qu'il consent tout ce qui se passe de l'autre côté. Donc il dit mot consent. En effet, comme leur tentative de récupérer le pouvoir ici par les armes a échoué, bon, ils recourent à d'autres astuces, pensant peut-être qu'ils peuvent se remettre dans l'actualité. Mais je crois que Moïse a tenté d'ouvrir l'aile M23 à partir du Katanga. Il a échoué. L'aérodrome qu'il construisait, c'était dans quel but? Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cet aérodrome? N'y a-t-il pas eu des armes qu'on a découvertes?
Et c'était pour quel motif? C'était pour quel mobile? Aujourd'hui, c'est parce que Tshisekedi a un flirt, personnellement, que j'admire. C'est sa maîtrise de la diplomatie. Je comprends pourquoi son père, je crois, c'est à partir de la formation qu'il a eue en tant que secrétaire national chargé des relations extérieures, il a su tisser sa toile d'araignée dans le monde qui lui permet aujourd'hui d'être entendu, de faire que la RDC soit audible sur le plan international. Mais en dehors de cela, c'est qu'il serait déjà parti. Il serait déjà parti parce qu'ils avaient le contrôle de l'armée, des services de renseignement. Moïse, c'est un système. Ah, Moïse, c'est un système. C'est un système. Moïse, ce n'est pas un individu. Moïse, c'est un système. Et ce système collabore, traite avec Kagame. Vous avez... Qui nous a annoncé l'arrivée de Kabila par l'Est? Ce n'est pas Moïse Katumbi à travers son porte-parole? Donc c'était une façon de dire aussi au peuple congolais que Kabila et Katumbi nous collaborons. Nous collaborons. Parce que comment peut-il connaître le programme de Joseph? Il l'avait donné avec beaucoup de précision, un candidatoire. Mais oui. Il avait dit qu'il va arriver par Goma et il est arrivé par Goma. Que Joseph Kabila a son parti. Il a son parti. Il a son secrétaire général. Il a le vice-président, M. Obem Ninaku. Il n'avait 10 mots. C'est lui qui parle trop dans les médias, M. Kambal. Il n'avait rien dit. Ferdinand Kambere, voilà. Et donc c'est justement pour vous dire qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble. M23, Moïse, ensemble, les consorts, ils sont ensemble. Madame, Messieurs, place à ces derniers dossiers. Nous allons parler de la situation sécuritaire, continuer les discussions autour de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur l'attitude belliciste de l'AFC M23 et de multiples attaques perpétrées par cette coalition contre leurs positions au nord Kivu et au sud Kivu. À ces attaques quasi quotidiennes s'ajoutent des massacres ciblés des populations civiles congolaises sans défense, en majorité Hutu au nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent cette violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha, ainsi que les propos dilatoires distillés dans les médias et les réseaux sociaux pour justifier cette attitude, tout en restant respectueuse des engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre des processus de Washington et de Doha pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations de cette coalition habituée à violer les accords et la parole donnée. Appel à la vigilance. Peuple congolais, chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ma qualité de l'archevêque président de l'Église du Réveil du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo, je viens nous adresser cet appel pour dire, soyons vigilants, parce que nous demandons la cessation des hostilités de partout où il y en a encore. Par cet appel, nous disons félicitations à tous les nouveaux venus au sein du gouvernement qui a été publié récemment. Par ce message, nous disons également remerciements au chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, pour son esprit d'ouverture, car nous avons remarqué l'entrée au sein du gouvernement de nouvelles figures ici de l'opposition. Que ceci soit un message pour nous tous en faveur de la cohésion nationale, l'élément indispensable pour le retour de la paix et l'intégrité territoriale de notre pays. Nous disons dans ce processus de paix un message d'appréciation aux États-Unis d'Amérique pour son accompagnement avec le processus de Doha et de Washington. Merci à son président Donald Trump. Merci aux pasteurs américains qui sont
très engagés aux côtés de la République démocratique du Congo et qui ont même initié une pétition afin que s'arrête le silence du génocide en République démocratique du Congo. Par cet appel à la vigilance, nous disons à tous les chrétiens, continuons la prière jusqu'à ce que la paix soit totale. Nous disons à tous, travaillons en faveur de l'unité de la paix et que le deal à Washington que nous appelons de tous les vœux sur la paix, la sécurité et le développement économique dans notre pays soit une effectivité et une réalité sur le terrain. Que l'Éternel notre Dieu bénisse le peuple congolais, que l'Éternel notre Dieu bénisse les institutions de la République, que l'Éternel notre Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et son président Donald Trump. À nous tous, vigilance pour que la paix soit totale. Joël Kadé, vous avez dénoncé le fait que Moïse Katumbi, Kabila, AFC M23 sont une seule personne. Alors aujourd'hui, l'opposition réclame le dialogue à travers le pacte social pour la paix porté par le couple SCC-Senko. Le dialogue, ça sera avec qui? Voilà la question. Le dialogue, ça sera avec qui? Et pour quelle réclamation? Dites-moi quel est le problème que nous avons. Aujourd'hui, on organise le dialogue quand Kagame retire ses troupes de l'Est de la RDC, ou l'Ouganda qui a également les troupes sur notre sol. La première des choses, si nous étions patriotes, si tous ceux que vous avez, tous ceux que l'on appelle opposants, étaient patriotes, on pouvait d'abord dire, nous tous, derrière celui qui porte l'étendard de la RDC aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on tait nos divergences. Nous chassons ceux qui sont sur notre sol. Nous parlons un seul langage. Nous condamnons nous tous. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, celui qui propose le dialogue, la Senko, dites-moi un seul instant où la Senko a condamné le Rwanda, où la Senko a condamné Kagame. Mais par contre, nous avons eu un cardinal qui y a loué Kagame, qui a salué Kagame, qui a remercié Kagame, mais qui tout le temps ici s'attaque à Tshisekedi farouchement en des mots désobligeants. Qui s'est même attaqué à Donald Trump. Hein? Après, qui s'est attaqué à Donald Trump parce que lui veut nous apporter la paix. Pouvez-vous vous imaginer? À un moment donné, dois-je croire, je pose la question, dois-je croire à deux journalistes qui ont dit que Kagame disposerait des vidéos incommodes de l'archevêque de Kinshasa, des vidéos indécentes d'élever comme Kagame l'a fait avec plusieurs autorités de l'Europe, où quand ils arrivent à Kigali, il leur envoie ces espionnes qui sont appelés les colombes, et quand ils passent aux actes incommodes, il prend les vidéos et commence à faire les chantages. Dois-je croire à ça? En tout cas, je me pose des questions. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et comment vous allez... Mais dans ce pacte, on n'a pas que la Senko, on a également les CC. Les CC, c'est où? C'est quelle aile? Quel est CC qui a vandalisé tous les espaces de l'église protestante? Bukundoa est incapable de mettre la paix au sein de l'église du Christ au Congo. Aujourd'hui, l'église du Christ au Congo, je suis protestant, madame. L'église du Christ au Congo est ballottée en éclats. Ah bon? Il est incapable de créer la cohésion au sein de l'église qu'il dirige, mais il pense aujourd'hui réconcilier les Congolais. Et pourtant, leur plan était comme celui-ci, madame. Ah, leur plan. Leur plan était comme celui-ci. Comment? Tshisekedi accepte ce dialogue. On dit, et puis, c'était calqué sur la manière dont le président centrafricain a été chassé du pouvoir. J'ai oublié son nom, ça peut venir. On l'a amené, nous allons au Tchad. Comme Kabila, Katumbi ne peuvent pas venir au pays, nous organisons ces dialogues-là en dehors du pays. Tshisekedi arrive, on lui dit, monsieur, choisissez un pays où vous vous trouvez en sécurité. On désigne une personnalité neutre pour diriger la transition de 2 ans. On change la constitution et après ce dialogue qui sera organisé au niveau national, si vous avez suivi leur interview sur France 24,
Ils ont dit, et après, on va organiser une réunion, une conférence régionale. Ça sera pour quelle finalité? Ce n'est pas pour revoir les frontières héritées de la colonisation. Donc, je pense que parmi tous les Congolais ici, il n'y a pas des gens lucides qui peuvent réfléchir. Alors, dites-moi, des gens qui ont ce plan de s'engager dans la balkanisation, et quand Goma tombe, le lendemain, ils sont aux côtés de Nanga, en train de ricaner. En train de ricaner avec Nanga. Nanga organise son anniversaire. Soit un sol où les Congolais sont tués. Hein. Et il n'y a même pas une seule condamnation de l'agression. Alors, on a également de son côté Dodo Kamba avec un groupe composé de plus de 8 confessions religieuses qui a relevé quand même des faiblesses du pacte social du couple ECC-SENCO, ambiguïté stratégique, absence de reconnaissance explicite de l'agression du Rwanda via le M23, déséquilibre géographique dans l'analyse sécuritaire, omission constitutionnelle, méthode controversée de sélection des experts. Là, ce sont les faiblesses que le groupe de Dodo Kamba a relevées du pacte social, parce qu'on va se rappeler que Dodo Kamba a été quand même reçu par le couple ECC-SENCO autour du pacte social. Mais finalement, aujourd'hui, Maître Joël Kadi, la solution pour les opposants que vous avez cités sur ce plateau, c'est le pacte social. Avec ses faiblesses, avec la situation actuelle, qu'est-ce qui doit se passer? Vous savez, Kagame a bien su organiser les choses. Il nous a laissé un peu quelques aigris que l'on a cru être opposants. Les Franck Diongo, Vwemba que vous avez cité, les Sesanga, les... Qui est, selon eux, vous avez envoyé en exil, hein, que le régime de Tshisekedi a envoyé en exil. Oui, vous avez l'ancien gouverneur Lubaya. Tous ces frustrés, tous ces aigris constituaient l'aile M23 politique. Et de l'autre côté, vous avez M23 religieux. Où vous avez, oui, où vous avez les deux pasteurs, quelques pasteurs de l'église du Christ au Congo, entre autres Bukundoa et Senga, qui ont été recrutés par la SENCO, pas en effet la SENCO, mais par quelques évêques qui sont également opposants à Tshisekedi, qui n'ont jamais été tendres avec lui. Muteba, Chole et Ambongo. Donc vous avez le trio là, qui constitue l'aile M23 religieux. Comment voulez-vous qu'on aille vers cette aile-là, qui ont déjà pris leur parti? Et vous l'avez si bien expliqué ici, vous l'avez dit dans les faiblesses relevées par l'équipe à Dodo Kamba, vous sentez que ce sont des politiciens en toge, comme l'a dit M. Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens? Parce que leur problème, ils espéraient que, comme la plupart des membres de l'Union sacrée, vous avez vu quand Goma est tombé, Bukavu est tombé, ils sont partis, ils ont évacué tous leurs enfants ici. Ils ont créé des raisons de maladie pour être évacués et aller à l'étranger. Parce qu'ils étaient sûrs, ils avaient les informations que demain après-demain, c'est Kalemi qui tombe, c'est Lubumbashi, c'est Kinshasa, à partir de Mombondo, et les quelques aidés par exemple, la République du Congo en face, et que c'est qu'elle partirait. Ils étaient sûrs. C'est pourquoi vous avez vu, le lendemain, Muteba, Ambongo, qu'est-ce que je dis? Muteba, Chole, Senga et Bukondoa atterrir à Goma le lendemain. Ils étaient très sûrs. Ils étaient très sûrs. Mais ils ont oublié que les dieux dont ils prétendent servir est au-dessus de leur plan. Ces desseins ne sont pas les leurs. Et c'est Dieu qui contrôle ce pays. C'est Dieu qui gère ce pays. C'est Dieu à qui nous avons donné la RDC. À qui nous avons dédié la RDC. Ne laissera pas la RDC sombrer. Alors pour terminer, entre-temps, nous avons l'accord qui a été signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Nous avons le processus de Doha qui est en cours. Mais un grand jour, les Congolais apprennent, même le gouvernement de la RDC qui apprend que le Kenya a nommé un consul à Goma. Comment peut-on interpréter cette action du Kenya? En tout cas, loin des faits, je dois vous avouer que c'est dans la logique normale.
un consul général ou un consul honoraire est désigné dans une région où le pays d'envoi trouve qu'il y a les intérêts de la population, trouve qu'il y a ses habitants dans cette ville-là. Et pour sécuriser les intérêts d'ordre économique, on désigne un consul général, on établit une mission consulaire. La mission consulaire n'est pas politique, la mission consulaire tient tout simplement à la sécurisation des intérêts économiques de ce pays-là. Mais c'est être naïf de croire que le Kenya a toujours été avec nous. Non, mais vous avez suivi Ruto dans beaucoup de ses interventions. Il est avec... Et c'est aujourd'hui, vous savez, la plus grotesque erreur de M. Félix Antoine Tshisekedi durant son premier mandat, c'est le fait d'avoir fait adhérer la RDC à l'EAC. L'EAC a été créé avec comme premier objectif fragiliser le leadership de la République démocratique du Congo. Alors on ne pouvait pas adhérer dans cette histoire créée à dessein uniquement pour fragiliser le leadership de la RDC et pour fragiliser davantage et pour empêcher le redressement de la RDC après Joseph Kabila. Mais on nous tend la main, on va y adhérer. Comme d'habitude, la RDC adhère à tout. Hein. Et on prend les militaires. Si Bunagana et toutes les zones, aujourd'hui les zones qu'occupait le M23, avant la chute de Goma et la chute de Bukavu, mais c'était les zones occupées par les troupes de l'EAC. Et en les abandonnant, ce n'est pas à la RDC qui les ont donnés, ils ont laissé les espaces là aux troupes du M23. C'est être naïf de croire que les Kenyans, parce que la guerre de 1996, elle a été menée par les Érythréens. Donc tous les Nilotiques s'étaient unis. Les Kenyans, les Ougandais, les Burundais, les Éthiopiens. Comment vous pouvez espérer que la solution vienne de ceux qui ont créé les problèmes? Alors aujourd'hui, il y a deux voix au sein de la société civile qui estiment que cette décision du Kenya vient consacrer la balkanisation. En effet. Mais la création du consulat général date d'il y a 4 ans par le Kenya. Et le Kenya, ces nominations, elles sont soumises à leur Parlement. C'est lorsque le Parlement va valider qu'il sera déployé. Donc, par compassion à cette population meurtrie, cette population qui voit les enfants, les parents tomber sous des coups de balle, est-ce que c'est le moment que les Kenyans pouvaient prendre cette décision? Madame, même si c'est le Parlement. Dans les relations entre États, il n'y a pas État d'âme. Ce sont des intérêts qui comptent. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Vous n'allez pas demander au Kenya qui veut préserver ses intérêts là-bas de compatir avec la RDC. Non, il n'y a pas d'état d'âme. Alors aujourd'hui, pour terminer, au regard de ce qui se passe en Ukraine, l'intervention des États-Unis d'Amérique, ce qui se passe en République démocratique du Congo, les voix des États-Unis qui interpellent les groupes armés, mais malgré ça, les groupes armés continuent, des accords sont signés. À Doha, il y a un processus qui est en cours, mais sur terrain, les Congolais constatent qu'il n'y a pas de changement. D'où viendra la solution pour une paix durable en RDC? Je vais répondre naïvement, sincèrement. La paix et la solution viendra de l'Éternel. Parce qu'on compter sur les hommes. Pourquoi nous en sommes? On a vu des pasteurs qui sont même venus des États-Unis, qui ont prié. Mais... Moi, je crois, sincèrement, moi, je crois en Dieu. Je crois que la paix et la solution viendront de l'Éternel Dieu des armées. Ça, je crois, à qui ce pays a été dédié. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter sur notre armée. Il nous faut du temps. Sur les États-Unis. Oui, il faudrait former l'armée et peut-être recourir encore à quelques mercenaires. Mais malheureusement, avec certains généraux que nous avons eus, dont certains, vous avez entendu qu'ils sont aux arrêts, qui, l'argent destiné aux mercenaires pour qu'ils se battent, eux prenaient la grande part et laissaient les mercenaires sous frustration et ils ne pouvaient pas non plus aussi se battre. Donc, compter sur cette armée, c'est difficile, à moins que
on prenne du temps. Parce que la solution ne viendra ni des États-Unis d'Amérique, ni de la Chine, ni de l'ex-URSS, la Russie. La solution viendra de nous et de nous-mêmes. Lorsque nous allons prendre conscience que nous sommes obligés de vivre ensemble, lorsque nous serons loin de ces politiciens en robe qui jouent au jeu du Rwanda pour dire que les Swahiliphones sont menacés à Kinshasa, ils sont tabassés. Lorsque ces gens partiront, parce qu'un jour ils doivent partir, lorsque ces gens partiront, lorsque nous aurons les Congolais de bonne qualité, consciencieux, que chez nous il n'y a pas de communauté, que nous n'avons que des ethnies et des tribus, et nous n'avons jamais été les uns contre les autres. Lorsque nous l'aurons compris ainsi, je crois que la paix reviendra. Alors, parlons quand même sport, c'est bien la fin de cette émission, mais CHAN 2024, vous avez certainement suivi la prestation de l'équipe de la République démocratique du Congo qui s'est imposée face à l'Angola. Maître Joël Cadet, quelles sont les chances que vous accordez à l'équipe congolaise? Je suis patriote, j'espère en la victoire, mais avec cette équipe sans championnat national, c'est difficile que nous puissions espérer aller plus loin. Et face au Maroc, qui a un championnat national très structuré, très bien organisé, avec les académies de sport, faire face au Maroc, si nous gagnons, en tout cas, comme nous sommes toujours les miraculeux, peut-être. Mais sinon, nous n'avons pas un système de jeu, c'est vraiment décousu, et même les deux matchs qu'on a eu à gagner, il faut féliciter les Léopards, mais c'était vraiment difficile. Sans championnat local. Vous savez, nous avons gagné le premier CHAN. Nous avions 2 équipes au top et qui étaient sur le plan africain et même au niveau international. Nous avions Mazembe et nous avions Vert Club. Et nous avions Ibenge qui connaissait un peu l'ossature, qui connaissait un peu tous les joueurs nationaux, les Mputu, les Kaluituka, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas une équipe, même au niveau international. Quelle est l'équipe que nous pouvons présenter? Mazembe est à terre, et vous avez Vert Club qui est à terre, et donc, ça c'est le bilan de notre ami, comment il s'appelle? Non, pas Didier Boudim, c'est lui qui l'a précédé. Kabulo Mwana Kabulo, qui a beaucoup critiqué, mais dont le bilan n'a été que l'organisation de veillées de prière, au stade de l'organisation des concerts musicaux. Voilà le bilan. Alors, Maître Joël Cadet, c'est complètement fini. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous avez bien sûr quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche dans Info 7. En tout cas, comptons sur Dieu, soyons unis, évitons les divisions. Je crois que c'est tout ce que nous pouvons demander et évitons d'écouter ceux qui sont devenus aujourd'hui comme les porte-parole du Rwanda, notamment M. Ambongo et M. Cholé. Il ne faut plus les écouter. Suivons le président de la République derrière jusqu'à ce qu'il va finir son mandat. Ce n'est pas le moment du dialogue. Chassons les serpents qui est dans notre maison et restons régler nos problèmes, nos querelles après. Nous ne pouvons pas avoir un serpent dans la maison et nous cherchons le dialogue. Le dialogue va nous apporter quoi? Pendant ce temps-là, le serpent peut mordre l'un ou l'autre du milieu de nous. Et il est en train de mordre. Ardemment d'ailleurs. Merci. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini. Je rappelle que notre invité de ce dimanche, un ancien journaliste, désormais, Maître Joël Cadet. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Plaisir partagé, madame. Merci. Madame, messieurs, c'est complètement fini. Je ne cesserai de le dire. Eh bien, c'est l'heure Info 7. Une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire, de réagir par 2 voies habituelles. Et surtout, restez fidèles sur Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Au revoir.